Parfois, les villages les plus paisibles dissimulent des secrets plus profonds que les ombres de leurs ruelles. Ici, la neige a recouvert les traces visibles, mais pas celles gravées dans les mémoires. Les murmures se mêlent aux salutations polies, et un simple fragment de corde pourrait encore troubler la quiétude retrouvée. Depuis où écoutez-vous cette histoire? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le-moi en commentaire. Entrons dans le mystère. J'acceptais l'invitation avec ce mélange d'entrain et de prudence que suscitent les retrouvailles anciennes. La lettre d'Elinor, d'une écriture ronde et soigneuse, portait encore la légère odeur d'un tiroir longtemps fermé. Elle m'y conviait à passer Noël à Saint. Aldelme, un village dont le nom m'était inconnu, mais qu'elle décrivait comme un lieu de paix et de tradition intact. Le voyage fut lent, traversant des campagnes figées sous la neige. Les arbres, dépouillés, se tenaient qu'en droit comme des gardiens muets. En descendant à la petite gare, un vent vif me piqua le visage. Il sentait le charbon et le bois brûlé. Elinor m'attendait, bien emmitouflée, le regard clair malgré les ans. La route jusqu'à sa maison serpentait entre quelques bâtisses basses. Nous croisâmes peu d'âmes, sinon 2 hommes à la posture fermée et un enfant tirant une luge, tête baissée. J'eus la vague impression qu'Elinor observait les passants, avec plus d'attention qu'elle ne les saluait. Sa demeure, à demi cachée par une haie de houx, semblait un refuge tranquille. À l'intérieur, la chaleur et le silence se mêlaient à l'odeur de bois ciré et de thé noir. Pourtant, derrière la cordialité des retrouvailles, je crus sentir dans l'air une attente qui ne devait rien aux seules fêtes de Noël. L'après-midi même, Elinor me proposa d'aller au centre du village pour y voir les préparatifs de la messe de minuit. Nous marchâmes sur une chaussée blanchie, bordée de murs de pierre, où la neige s'était tassée en petites corniches. Sur la place, une agitation feutrée régnait. Des hommes accrochaient des guirlandes de houx autour des portes. Des femmes sortèrent de la boulangerie les bras chargés, et les enfants, surveillés d'un œil, traçaient des cercles hésitants sur la neige durcie. Les salutations étaient polies, mais brèves, comme si chacun avait autre chose en tête. Elinor échangea quelques mots avec Madame Craythorne, la femme du boucher, dont le sourire crispé me frappa. Plus loin, 2 vieilles dames parlaient à voix basse, jetant des regards en biais vers l'église. Rien de précis ne transparaissait, mais un fil ténu reliait ces attitudes, une retenue commune, comme si les festivités s'accompagnaient d'un non-dit. Je me laissai entraîner dans la petite épicerie, saturée d'odeurs de cannelle et de pommes. Le commerçant, affable, sembla s'interrompre un instant en m'apercevant, puis reprit sa conversation avec Elinor sur la commande de dinde. En ressortant, je remarquai que plusieurs regards se tournaient brièvement vers le clocher, avant de se détourner. J'en fis la remarque à mon ami, qui se contenta de répondre qu'il n'était pas rare qu'une cloche se fasse entendre avant l'heure. Mais son ton ne correspondait pas à la banalité de ses mots. Nous n'avions pas encore quitté la place que le son se produisit. Un tintement clair, pur mais isolé. Une seule note, suivie d'un bref silence, puis un second coup, hésitant, comme un appel timide. Les conversations cessèrent net. Un homme, occupé à fixer une couronne sur la porte de l'auberge, suspendit son geste. Une fillette lâcha la main de sa mère pour lever la tête. Mais personne ne dit rien. Je savais, par Elinor, que la cloche de Saint. Aldelme ne sonnait qu'à minuit pour la messe, et parfois pour annoncer un décès. En cette fin d'après-midi, ni l'un ni l'autre n'était prévu. Un vieux monsieur, que je reconnus pour être le sacristain, traversa la place d'un pas pressé, évitant soigneusement de croiser le regard de quiconque.
Elinor me proposa de rentrer, avec un empressement qui contrastait avec son humeur habituelle. Ce son bref mais clair résonnait encore en moi lorsque nous quittâmes la place. Il m'avait paru à la fois incongru et significatif. Sans savoir pourquoi, j'eus la conviction que ce n'était pas une erreur mécanique. Sur le chemin du retour, je tentai d'obtenir quelques éclaircissements. Elinor, d'abord évasive, finit par dire que le sacristain avait sans doute fait un essai, ou que le vent avait déplacé le battant. Pourtant, dans les rares échanges avec les habitants croisés en route, je perçus autre chose. Des demi-sourires, des phrases interrompues, des regards qui glissaient vers le clocher avant de se détourner. À chaque fois que je mentionnais la cloche, les réponses se réduisaient à un « Oh, probablement rien » ou « Cela arrive parfois », prononcé sur un ton qui en disait davantage par ce qu'il taisait que par ce qu'il exprimait. Cette gêne collective me rappela certains après-midi à St. Mary Mead, lorsque tout un village partage une information qu'il choisit de ne pas livrer à un étranger. La lumière commençait à baisser lorsque nous arrivâmes au petit carrefour qui menait chez Elinor. Au loin, à travers les branches nues d'un sycomore, mon regard accrocha un mouvement. Près de la base du clocher, une silhouette venait de s'éloigner rapidement, le pas vif, la tête légèrement baissée. Ni la stature, ni la démarche ne m'étaient familières. Je m'arrêtai un instant, mais Elinor poursuivit sans s'apercevoir de mon hésitation. Lorsque je relevai les yeux, la silhouette avait disparu derrière un mur de pierre. Ce détail, pourtant insignifiant en apparence, se grava dans ma mémoire. Je savais par expérience qu'un fil aussi ténu pouvait, s'il était tiré avec patience, dérouler tout un écheveau d'explications. La cloche avait retrouvé son silence habituel, et, à l'heure convenue, nous gagnâmes l'église. L'air froid s'engouffra un instant derrière nous, avant de se refermer sur une chaleur douce, chargée de cire et d'aiguilles de sapin. Les guirlandes de houx ourlèrent les piliers, les bougies projetèrent des halos vacillants, et les bancs se remplissaient peu à peu de visages connus. Je pris place à côté d'Elinor, observant la façon dont chacun ajustait son manteau, saluait d'un signe discret ou échangeait une parole feutrée. L'ensemble respirait la quiétude et la bienséance, mais je savais, pour l'avoir souvent constaté ailleurs, que ce calme apparent pouvait dissimuler des remous souterrains. Les premières somnotes d'un cantique montèrent de la nef, et la voix grave du vicaire s'éleva, égale et réconfortante. J'écoutais distraitement, attentive plutôt au micro-silence, au regard qui se posait sur les absents. Le froid restait tapi derrière les vitraux, invisible mais présent, et j'eus le sentiment que cette église, ce soir-là, n'était pas seulement un lieu de prière, mais aussi de veille. Au milieu du sermon, un son inattendu déchira l'atmosphère, un cri bref, aigu, presque inhumain, venu de l'extérieur. L'orgue s'interrompit dans un souffle, et la voix du vicaire s'éteignit d'elle-même. Le silence qui suivit fut plus lourd que le cri. Chacun semblait retenir son souffle, le regard figé vers la porte. J'entendis un mouvement de banc, le froissement sec d'un manteau qu'on rabat. Personne ne parlait, mais je sentis un frisson parcourir la rangée où nous étions assises, comme si chacun venait de comprendre, sans se le dire, que ce Noël-là ne ressemblerait pas aux autres. 3 hommes se levèrent et se dirigèrent d'un pas rapide vers la sortie. Leurs silhouettes disparurent dans la nuit, et un courant d'air glacé s'engouffra par la porte entr'ouverte. Un murmure lointain monta du parvis, puis le bruit d'un appel étouffé. Elinor, à côté de moi, avait les mains jointes plus fermement qu'il n'était nécessaire. Lorsque les hommes revinrent, ils portaient un corps raide, la tête légèrement renversée. C'était M. Hollis, un notable du village,
dont le visage figé dans une stupeur silencieuse semblait interroger la nuit elle-même. Les gens se levèrent, hésitant entre s'approcher et reculer. Je restai à ma place, observant la crispation des mâchoires, le flottement des yeux. Il y avait dans cette découverte quelque chose de plus dérangeant qu'une simple mort soudaine. On chuchota que la neige, autour du corps, était immaculée. Pas de traces menant directement à lui, sinon quelques empreintes mal définies, s'éloignant dans la pénombre. Cette absence me frappa davantage que la présence de la mort elle-même, car dans un village, à une heure pareille, un corps trouvé dehors devrait être entouré de signes visibles, des pas, des glissades, des gestes. Ici, rien que le blanc intact et silencieux. De retour à l'intérieur, les chuchotements reprirent, d'abord prudents, puis plus insistants. On parlait d'un malaise, d'une défaillance soudaine, mais d'autres voix, basses, évoquaient une dispute entre M. Hollis et un inconnu, peu avant la messe. Je notais la manière dont certains se détournaient pour parler, comme si les mots, en se formulant, devenaient plus dangereux. Le trouble s'installait, discret mais profond, et je savais qu'il ne se dissiperait pas avec les prières. Alors que quelques hommes s'affairaient à porter le corps vers une salle attenante, un son lent, solennel, monta du clocher. Un coup, puis un autre, espacé, grave. Les têtes se levèrent, presque à l'unisson. Personne n'était censé se trouver là-haut. Elinor me jeta un regard furtif, comme si ce son venait confirmer une crainte ancienne. Les notes se perdirent dans la nuit, mais leur écho resta en moi, accompagné d'une certitude silencieuse. Cette cloche, une fois encore, ne sonnait pas par hasard. Au matin, le village semblait comme suspendu, figé dans une torpeur dont il ne cherchait pas à s'extirper. Les pas se faisaient plus lents, les voix plus basses, et les regards, lorsqu'ils se croisaient, glissaient aussitôt vers le sol ou vers quelque façade indifférente. On aurait dit que les maisons elles-mêmes retenaient leur souffle. Les cloches, si promptes d'ordinaire à ponctuer la journée, demeuraient muettes. Leur silence, paradoxalement plus présent encore que leur son, enveloppait chaque geste, chaque parole, d'une gravité qui pesait sur tous. En observant depuis la fenêtre d'Elinor la rue étroite qui menait à la place, je fus frappé par l'absence d'enfants jouant dans la neige. Ce matin-là, même les rires semblaient déplacés. En fin de matinée, Elinor m'entraîna au marché couvert. L'air y était saturé de l'odeur mêlée de pommes, de feu de bois et de laine humide. Les conversations, étouffées comme par une main invisible, se nouaient à voix basse. À mesure que nous avancions, des bribes me parvinrent, un différend ancien pour une parcelle de terre, des allusions à un testament contesté, des histoires d'inimitié si anciennes que plus personne ne se souvenait vraiment de leur origine. Je notais que les regards se faisaient plus vifs lorsque le nom de M. Hollis était prononcé. Certains haussèrent les épaules avec un détachement étudié, d'autres esquissaient un sourire bref, presque satisfait. Ce n'étaient vraiment pas là les réactions habituelles à la disparition d'un homme respecté. La mort avait agi comme une pierre, jetée dans une houle au calme, révélant à la surface des mouvements souterrains que nul ne voulait vraiment nommer. L'après-midi, je restais dans le salon, près du feu. Elinor, tout en servant le thé, se laissa aller à quelques confidences. Elle évoqua des querelles si anciennes qu'elles avaient fini par devenir des traditions locales. Deux familles qui ne s'invitaient non plus depuis 3 générations. Une vieille dispute autour d'une donation à l'église, un héritage mal réglé. Rien n'avait jamais explosé au grand jour, mais tout restait en veille, prêt à ressurgir à la faveur d'un événement inattendu. Je l'écoutais sans l'interrompre, consciente que ses rancunes,
si ténue soit-elle, tissait un réseau où l'on pouvait se perdre ou s'y cacher. Plus tard, alors que je tricotais, quelques visiteurs vinrent saluer Elinor. Ils s'installèrent volontiers près de l'âtre, bavardant avec cette aisance apparente qui n'est qu'un masque. Je laissais filer mes aiguilles, attentive à leurs mots et, surtout, à leurs omissions. Ils parlèrent de la messe, de la neige, de l'hiver plus rude que l'an passé. Mais parfois, une phrase s'accrochait. Telle avait vu une lumière allumée tard dans la maison Hollis. Telle autre avait croisé un manteau sombre près du vieux pont. Je savais, pour l'avoir appris à Saint Mary Mead, que dans ses confidences désinvoltes se dissimulaient souvent les clés d'événements plus graves. Il suffisait d'écouter longtemps pour que le fil apparaisse. En fin de journée, une jeune servante se présenta pour porter un message à Elinor. Elle semblait hésitante, le regard fuyant, les mains jointes, comme pour se donner contenance. Après un moment, et sous prétexte de m'adresser la parole, elle laissa échapper quelques mots. La veille au soir, alors qu'elle revenait d'une commission, elle avait surpris M. Hollis près du cimetière. La neige étouffait les sons, mais les gestes suffisaient. Il discutait vivement avec un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Les deux silhouettes se tenaient proches, la tension palpable dans leurs attitudes. Elle avait songé à s'éloigner sans se faire remarquer. Mais un éclat de voix, plus fort, l'avait figée. Elle n'entendit pas clairement les mots, seulement le ton, pressant, presque menaçant. Puis l'étranger s'était retourné un instant, et elle avait cru voir, dans l'ombre, un visage qui ne lui était pas familier, ni d'ici, ni des environs. En me quittant, elle me lança un regard bref, comme pour s'assurer que j'avais compris l'importance de ce qu'elle venait de dire, et peut-être que je garderais pour moi ce secret qu'elle venait de partager. Le lendemain, avant même que le soleil ne dissipe la brume matinale, un nom avait déjà trouvé son chemin dans toutes les conversations, celui de Peter Godwin. On le prononçait à demi-voix, avec ce mélange d'assurance et de précaution qui caractérise les certitudes collectives. Je l'avais aperçu à peine 2 fois depuis mon arrivée. Un jeune homme mince, au regard clair, mais dont la démarche semblait porter un poids invisible. Son retour récent de Londres, coïncidant avec le drame, suffisait à éveiller la méfiance d'un village prompt, à relier les faits les uns aux autres. À mesure que les heures passaient, la rumeur se fixait. Peter était le coupable que chacun attendait. Dans l'après-midi, les chuchotements prirent au corps. On parlait de ses dettes accumulées à Londres, de sa propension à fréquenter des cercles où l'on pariait plus qu'on ne travaillait, et d'une amitié ancienne avec M. Hollis qui, disait-on, s'était refroidie depuis plusieurs années. Certains insinuaient que l'argent avait été au cœur de leur brouille, d'autres évoquaient une promesse non tenue. Rien n'était certain, mais l'empilement de ces demi-vérités dessinait un portrait commode, celui d'un jeune homme revenu au village par nécessité plutôt que par choix. J'écoutais, retenant que dans ce genre de récit, l'exagération est souvent sœur du mensonge. En fin d'après-midi, le sergent du village, accompagné de 2 hommes, monta l'escalier menant à la chambre que Peter occupait chez sa tante. La nouvelle de cette perquisition se répandit presque aussi vite qu'elle s'était décidée. Les tiroirs furent ouverts, les malles soulevés, et parmi les effets personnels, on trouva plusieurs objets que l'on dit appartenir à M. Hollis. Une montre à gousset, un stylo d'argent et un carnet relié de cuir. Le sergent les disposa sur une table, le visage grave, comme pour figer l'instant. L'atmosphère était lourde d'une satisfaction contenue chez certains, comme si la découverte confirmait leurs soupçons. Pour ma part, je me demandais surtout comment ces objets étaient arrivés là, et si leur présence n'était pas,
en elle-même, trop évidente pour être innocente. Très vite, la conclusion s'imposa dans les conversations. Peter avait tué M. Hollis pour le voler, puis avait cherché à maquiller le crime. On affirma même qu'il avait été vu, la veille de Noël, rôdant non loin de la maison de la victime, les mains dans les poches et l'air préoccupé. Chaque récit semblait s'enrichir d'un détail supplémentaire, comme si chacun voulait renforcer l'évidence. Pourtant, je savais que dans ce genre d'affaires, les évidences sont souvent des pièges soigneusement posés. Lorsque les objets furent disposés dans le salon de la tante de Peter, j'eus tout le loisir de les examiner. Rien ne trahissait, à première vue, leur présence récente dans cette pièce. Mais un détail attira mon attention. La montre à gousset affichait une heure qui ne correspondait ni à l'heure du décès présumé, ni à celle où l'on affirmait avoir vu Peter. Cette discordance, insignifiante pour d'autres, éveilla chez moi un doute persistant. Je notais mentalement l'emplacement de chacun des objets, leur état, et surtout le calme un peu forcé du jeune homme. Il ne cherchait pas à se défendre avec véhémence. Il semblait plutôt surpris que l'on ait pu disposer aussi commodément les preuves de sa culpabilité. Je trouvai le sacristain dans la petite pièce attenante à l'église, où l'air conservait encore un parfum d'encens et de cire chaude. Il rangeait, avec des gestes lents, les livres de chant et les linges d'autel, comme si rien ne pouvait troubler son rythme ordonné. Je lui adressai quelques mots d'une banalité étudiée, évoquant la rigueur de l'hiver et la fatigue que devaient causer les offices prolongés. Il me répondit poliment, mais avec une réserve perceptible. Ses mains, pourtant sûres dans leur tâche, trahissaient par de brèves pauses une agitation qu'il s'efforçait de maîtriser. Je savais que, dans les villages, il fallait parfois contourner les sujets pour qu'ils s'ouvrent d'eux-mêmes. Après un silence prolongé, il se redressa légèrement et me lança un regard qui hésitait entre la méfiance et le besoin de se confier. À mi-voix, il m'avoua que la première sonnerie de la cloche, celle qui avait surpris tout le monde, n'avait rien d'accidentel. Quelqu'un, affirma-t-il, avait déplacé le battant de manière à provoquer le tintement à un moment précis. Ce n'était pas une simple oscillation due au vent, ni un essai technique comme certains l'avaient prétendu. Il parlait avec cette lenteur prudente de ceux qui pèsent chaque mot, mesurant ce qu'ils livrent et ce qu'ils retiennent. Le souvenir de cette sonnerie semblait le hanter, non par son intensité, mais par l'intention qu'il y percevait. Je n'insistai pas immédiatement, consciente que trop de hâte refermerait la porte qu'il venait d'entr'ouvrir. Lorsque je lui demandai s'il avait vu quelqu'un près du clocher à ce moment-là, il détourna les yeux vers la table encombrée de missels. Ses lèvres se pincèrent, avant de répondre qu'il préférait ne pas le dire. Il ajouta qu'il avait ses raisons, que certaines personnes, même dans un petit village, pouvaient se montrer dangereuses si l'on révélait trop. Sa voix avait pris un ton plus grave, comme alourdi par une crainte réelle. Je compris qu'aucune insistance ne le ferait parler davantage pour l'instant. De retour chez Elinor, je m'installai près du feu, le tricot posé sur mes genoux, mais oublié. Je repassai mentalement les mots du sacristain, cherchant à en extraire ce qu'il ne disait pas. Pourquoi vouloir que la cloche sonne avant l'heure? Était-ce un signal convenu, un leurre pour détourner l'attention, ou simplement une provocation? Je savais que, souvent, un geste en apparence, anodin, pouvait servir plusieurs desseins à la fois. Cette sonnerie prématurée me paraissait à la fois calculée et urgente. Je n'eus pas le loisir de pousser plus loin ma réflexion. En début de soirée, une voisine entra précipitamment, le souffle court, pour annoncer que la gouvernante de M. Hollis
avait été retrouvée inconsciente dans la cuisine de la maison. Elle gisait, disait-on, sur le sol froid, un torchon encore dans la main, comme surprise au milieu d'une tâche banale. On ne savait pas si elle respirait encore lorsqu'on l'avait découverte. Elinor, inquiète, proposa d'aller s'enquérir de son état. J'acceptai sans hésiter, sentant confusément que cet incident n'était pas isolé, mais s'inscrivait dans une suite d'événements liés. En entrant dans la demeure, je perçus aussitôt une tension particulière. Les voix se faisaient basses, les mouvements mesurés, comme si chacun craignait de provoquer une réaction imprévisible. La gouvernante avait été transportée dans une chambre, et l'on murmurait qu'elle ne se souvenait de rien. Je savais, à cet instant, que l'affaire avait franchi un seuil. Le meurtrier, ou celui qui ourdissait ses attaques, n'avait pas quitté le jeu. Il s'y engageait au contraire, avec plus d'audace. Le matin suivant, l'air semblait plus dense, comme s'il portait un poids invisible. Les habitants se croisaient sans ralentir, la tête baissée, parfois même sans un mot, ce qui, dans un village de cette taille, relevait presque de l'impolitesse. Les échanges, quand ils avaient lieu, se réduisaient à des formules convenues, vite englouties par le silence. J'observais que certaines portes restaient closes plus longtemps qu'à l'accoutumée. On aurait dit que chacun avait resserré son monde autour de lui, craignant d'en laisser échapper la moindre bribe. Les conversations s'interrompaient net si un étranger, fût-il simplement un voisin d'une autre rue, s'approchait. Au fil de mes promenades, je reconnus à peine les traits familiers rencontrés la veille. Les visages s'étaient refermés, privés de l'aisance qu'ils affichaient encore avant les événements. Je vis M. Penrose, d'ordinaire si prompt à plaisanter, détourner les yeux en me saluant. Madame Craythorne, qui se montrait habituellement intarissable sur les affaires du village, écourta notre échange sous prétexte d'une commission urgente. Il ne s'agissait pas seulement de chagrin ou de peur, c'était une retenue, une vigilance qui traduisait autre chose, comme si la vérité, dans ce village, circulait mais ne devait jamais se livrer tout entière. Un après-midi, je me rendis chez Madame Harcourt pour lui rapporter un panier qu'elle m'avait prêté. Dans son salon, un manteau sombre était étendu trop près du feu, ses manches, encore luisantes d'humidité. Elle expliqua qu'il appartenait à son mari, rentré plus tôt que prévu d'une visite à la ville. Mais la neige de la veille était tombée bien après l'heure supposée de son retour. Le manteau dégageait une odeur qui n'était pas celle d'un simple trajet en carriole. C'était un mélange de suie et d'air glacé, celui que l'on respire après être resté dehors plus longtemps qu'il ne serait raisonnable. Je n'en fis pas mention, mais notai mentalement que cette sortie récente, par un temps aussi inhospitalier, méritait d'être replacée dans le fil des événements. En déposant mon manteau dans l'entrée, je remarquai un gant oublié sur la tablette. Sur le cuir, une petite tache rougeâtre, irrégulière, attira mon attention. Madame Harcourt, me voyant l'observer, expliqua avec légèreté qu'il s'agissait d'un reste de bougie tombée lors de la messe de minuit. Pourtant, la cire de l'église était blanche, et seule celle des chandeliers d'autel, réservés aux processions, était teintée de rouge. Ce détail, anodin pour la plupart, prit dans mon esprit une importance particulière, car il liait, d'une manière encore obscure, la personne portant ce gant à un lieu précis et à un moment clé de la soirée du drame. De retour chez Elinor, je repris mentalement la suite des indices accumulés. Le manteau humide, la tache de cire rouge, les allées et venues inhabituelles, les regards qui se détournaient trop vite. En isolant chaque élément, rien n'était suffisant. Mais mis ensemble, ils formaient un canevas qui commençait à dessiner une intention. Ce qui me frappait,
C'était l'impression que plusieurs gestes avaient été accomplis pour créer une confusion, comme si l'on cherchait à mélanger les fils afin qu'aucun ne mène directement à la vérité. En laissant mon esprit vagabonder entre ces images, je revins malgré moi à la cloche. Depuis mon arrivée, elle s'était imposée à plusieurs moments cruciaux, toujours en marge des faits visibles. Je compris alors qu'elle n'était pas seulement un bruit de fond ou un rappel religieux. Elle avait été utilisée comme un instrument, avec une intention précise pour marquer un moment ou en déclencher un autre. Mais la manière dont elle s'inscrivait dans l'ensemble demeurait insaisissable. Ce savoir inachevé me donna l'impression d'être au seuil d'une pièce dont je n'avais pas encore trouvé la porte. Les pièces du puzzle se dessinaient avec lenteur, et je savais qu'il me faudrait provoquer quelques décalages pour en éprouver la solidité. Je résolus donc de parler séparément à chacun de ceux dont le nom ou la conduite avait retenu mon attention, distillant, au détour de la conversation, des informations volontairement fausses. Ces mensonges mesurés ne visaient pas à tromper, mais à observer la manière dont la vérité se froisse sous la pression. Dans un village, un mot de trop ou un silence appuyé en disant souvent davantage qu'un aveu. Je commençais par le propriétaire de l'épicerie, homme affable mais calculateur, qui avait l'art de connaître tout de chacun sans jamais rien livrer de lui-même. Je lui parlais d'un témoin qui, prétendais-je, avait vu une silhouette entrer chez M. Hollis peu avant la messe. Il détourna les yeux vers un sac de farine, réarrangea distraitement les cordons, puis déclara qu'il n'avait rien entendu de tel. Son trouble, bien que perceptible, semblait avoir une autre origine, comme si ce mensonge avait effleuré un secret différent, soigneusement enfoui. La jeune servante, interrogée sur la soirée de Noël, répondit d'abord avec une précision mécanique, répétant ce qu'elle avait déjà confié à d'autres. Puis, croyant sans doute éclaircir un point, elle mentionna un détail, une lampe allumée dans le couloir, qu'elle avait pourtant nié avoir remarqué la veille. Son visage se figea aussitôt après avoir parlé, comme si elle venait de réaliser l'incohérence. Je notais ce glissement, me gardant de le relever, certaine qu'il s'inscrirait tôt ou tard dans une ligne plus claire. Lorsque je rencontrai la veuve de M. Hollis, elle m'accueillit avec une politesse étudiée, ponctuée de phrases préparées. Elle parlait comme on se défend d'avance, anticipant des questions que je n'avais pas encore posées. Ses gestes, un foulard ajusté trop souvent, une main posée sur le bras du fauteuil, trahissaient une tension que son ton contrôlé ne parvenait pas à dissimuler. Il y avait dans son regard une lueur d'évaluation, comme si elle cherchait à mesurer ce que je savais déjà. Au cours de notre entretien, j'évoquai la cloche d'un ton détaché, comme s'il s'agissait d'un simple détail pittoresque. Le changement fut instantané. Ses yeux se dilatèrent, sa respiration se fit plus brève, et ses mains cessèrent leurs mouvements calculés. Je fis mine de ne pas remarquer, poursuivant sur un autre sujet, mais cette réaction m'apporta plus que bien des heures d'observation. Il y avait dans cette peur quelque chose de vif, de personnel, qui ne pouvait venir que d'une connaissance directe des faits. Et cette certitude, encore floue, s'inscrivit en moi comme un point fixe autour duquel les autres éléments allaient désormais graviter. Alors que je m'apprêtais à prendre congé, elle lâcha, presque en passant, que à cette heure-là, il n'y avait personne dans la ruelle derrière l'église. Je relevai la tête, mais elle poursuivit sans s'interrompre, comme si rien d'inhabituel n'avait été dit. Pourtant, je savais que cette ruelle ne pouvait être évoquée qu'en connaissance précise des lieux et du moment, et qu'elle se trouvait à proximité immédiate du porche où l'on avait découvert M. Hollis.
Cette phrase, sortie sans calcul, scella en moi un doute déterminant. Elle avait été là, d'une manière ou d'une autre, au cœur de la scène. À la demande du vicaire, et sous un prétexte courtois qui n'éveilla aucune opposition, tous se retrouvèrent dans le grand salon de la maison paroissiale. L'air y était tiède, chargé d'une odeur ancienne de cire et de bois. Les conversations, d'abord dispersées, se réduisirent peu à peu à un murmure prudent. Je m'étais assise dans un coin, à distance suffisante, pour observer chacun sans m'imposer. Le vicaire, souriant mais visiblement soucieux, s'affairait à servir le thé, comme pour masquer la nature véritable de cette réunion. Les regards se croisaient par éclairs, certains fuyants, d'autres d'une curiosité trop appuyée. La présence de Miss Marple, discrète et immobile, semblait pourtant commander l'attention. Elle ne se pressait pas. Dans ce genre d'instant, la lenteur n'est pas une faiblesse, c'est l'arme de celui qui sait que les autres finiront par se trahir eux-mêmes. Tricot à la main, Miss Marple commença d'une voix douce, presque bienveillante. Elle rappela les faits comme on récite une histoire simple, veillant à ne rien ajouter qui puisse heurter ou brusquer. Les dates, les heures, les gestes rapportés par les témoins, tout semblait remis en ordre avec un soin patient. Pourtant, sous cette douceur, il y avait un rythme précis, une manière de tisser ses phrases comme on resserre imperceptiblement les mailles d'un filet. Chacun, autour d'elle, se sentait inclus dans ce récit et, par conséquent, concerné. Les tasses furent posées, les mains cessèrent de s'agiter, et un silence plus dense s'installa. Je vis, dans certains regards, poindre cette légère inquiétude qui précède la certitude d'être observée. Puis, comme si elle se décidait à quitter les rivages connus, Miss Marple parla de la cloche. Elle précisa que la première sonnerie de cette nuit-là n'avait rien d'un hasard ou d'un caprice mécanique. Selon elle, quelqu'un l'avait délibérément actionnée, en connaissant parfaitement son effet. Attirer M. Hollis hors de l'église, à un moment où il se trouverait seul et vulnérable. L'argument, présenté sans emphase, frappa pourtant les esprits comme une gifle silencieuse. Elle ajouta que le bruit avait suffi à interrompre une conversation et à pousser la victime à sortir, convaincue qu'un problème urgent se présentait. Cette diversion, trop subtile pour paraître criminelle, avait permis au meurtrier de l'attirer dans un endroit propice à l'attaque. Je sentis un léger mouvement sur ma gauche, un changement de posture, un souffle plus court. La cloche, jusque-là simple élément du décor de Noël, devenait soudain la clé invisible d'un piège. Miss Marple poursuivit sans laisser à quiconque le temps de s'appuyer sur une objection. Elle évoqua la neige, cette neige qui, loin d'être un obstacle, avait été manipulée. Elle expliqua que la zone autour du porche avait été balayée après le passage de M. Hollis, effaçant les empreintes et toute indication de direction. Ainsi, même un témoin attentif n'aurait rien pu remarquer d'anormal. Le silence dans la pièce se fit plus lourd. La neige, que tous avaient vu comme un voile d'innocence, se révélait avoir servi à dissimuler un crime. Avec un calme étudié, Miss Marple s'attaqua ensuite à ce qui avait été le cœur des soupçons, Peter Godwin. Elle décrivit comment certains indices, une écharpe, un témoignage approximatif, une trace de pas mal interprétée, avaient convergé pour le désigner. Puis, point par point, elle montra que ces preuves n'étaient pas le fruit du hasard, mais d'une mise en scène. La position de l'écharpe, retrouvée à un endroit où Peter n'avait aucune raison de se trouver. Le témoin, dont la mémoire semblait soudain trop précise, la trace dans la neige, unique et isolée. Tout portait la marque d'une main
qui souhaitait orienter la suspicion ailleurs. Elle conclut cette partie en notant que, si Peter avait des défauts bien connus, il n'incluait ni la dissimulation habile, ni la préméditation froide, et que pour cette raison même, il avait été un bouc émissaire idéal. La voix de Miss Marple se fit plus grave, presque voilée. Elle parla alors d'un testament récent, rédigé par M. Hollis, qui modifiait radicalement ses dispositions. Ce document, en faveur d'un neveu vivant à l'étranger, réduisait la veuve à une part modeste de l'héritage. Sa disparition, juste après la mort du signataire, ne pouvait être une coïncidence. Ainsi, le mobile n'était pas seulement l'argent, mais la préservation d'une sécurité et d'un statut que la nouvelle volonté du défunt menaçait de détruire. À ces mots, la veuve demeura immobile. Le silence qui suivit sembla durer plus que de raison. Puis elle protesta, d'une voix tremblante mais ferme, que jamais elle n'aurait. Elle ne termina pas. Cette protestation, dans sa formulation même, contenait la reconnaissance implicite qu'elle savait ce qui s'était passé et à quel moment. Ses épaules s'affaissèrent légèrement. Elle chercha le regard de personne et s'assit d'un geste brusque, comme si ses forces l'avaient quittée. Son visage avait perdu toute couleur. La pièce, elle, resta suspendue dans cette attente muette où plus rien n'a besoin d'être dit pour être compris. Les jours qui suivirent virent la neige tomber en nappes silencieuses, effaçant peu à peu les contours précis des souvenirs récents. Les visages, au marché, retrouvaient cette expression mesurée que l'on adopte pour les rencontres fortuites, et les salutations, d'abord prudentes, reprirent leur cadence polie. Les fenêtres s'illuminaient aux mêmes heures, les pas résonnaient sur les chemins tassés par le gel, comme si rien ne s'était produit. Pourtant, je percevais, dans certaines intonations, une retenue nouvelle, une sorte de pacte tacite pour laisser le passé derrière soi. L'église, que j'apercevais au détour d'une allée, semblait redevenue le centre tranquille de la vie paroissiale. Mais je savais que, sous cette couche de neige, reposaient encore des vérités que seuls quelques-uns avaient vues. Le matin de son départ, Miss Marple reçut la visite du vicaire. Ses remerciements furent formulés avec une politesse impeccable, presque cérémonieuse, mais ses yeux, eux, semblaient me porter le poids de tout ce qui n'avait pas été dit. Quelques paroissiens passèrent, maladroits dans leurs mots, mais sincères dans leurs gestes. Une poignée de main, un bref hochement de tête, un panier de scones glissé presque furtivement. Je remarquais dans ces échanges ce mélange de gratitude et de gêne propre aux petites communautés qui, reconnaissantes, n'osant pourtant pas rappeler ce qui a nécessité l'intervention. Miss Marple, fidèle à elle-même, accueillit chaque geste avec la même douceur, et l'on sentait qu'elle savait déjà tout ce qui devait l'être. Seule dans le petit salon où le feu finissait de se consumer, Miss Marple demeura un long moment immobile. Ce n'était pas tant la résolution du crime qui occupait son esprit, mais la manière dont tout s'était noué. Elle repensait à ces rancunes lentes, presque invisibles, qui se glissent dans les échanges quotidiens, se nourrissant d'une parole oubliée, d'une promesse non tenue, aux désirs silencieux qui, faute d'être avoués, se transforment en ombres obsédantes, aux peurs qui, sous leur apparente banalité, dictent des choix irrévocables. Dans ce village comme dans tant d'autres, ces forces s'étaient dissimulées sous des gestes ordinaires. Une tasse posée trop vite, un silence au mauvais moment, une lettre égarée volontairement. Et, de fil en aiguille, elles avaient tissé la trame d'un drame. Elles savaient que, pour beaucoup, cette affaire ne serait bientôt plus qu'une rumeur floue, diluée par le temps. Mais pour elles, chaque détail resterait clair,
inscrits dans ce registre invisible où elle consignait, non les faits, mais la vérité humaine qui les portait. Elle rangeait son tricot dans son sac lorsqu'un petit objet, coincé dans la doublure, attira son attention. Ses doigts se refermèrent sur un morceau de corde rêche, court et effiloché à l'extrémité. Elle le reconnut aussitôt. C'était de la corde de cloche, celle-là même dont un fragment avait servi, une nuit, à mettre en branle un engrenage fatal. Elle resta un instant à le tenir, comme on pèse mentalement le poids d'une relique. Ce n'était pas un indice à transmettre, ni une preuve à conserver. C'était un témoin silencieux, resté là comme par hasard, mais qui, pour elle, contenait encore l'écho de cette première sonnerie. Miss Marple glissa la corde dans sa poche, avec une lenteur calculée. Ses lèvres s'étirèrent en un sourire presque imperceptible, non de satisfaction, mais d'une sorte de complicité muette avec les événements. Elle savait que ce fragment ne trouverait jamais place dans un dossier ou un témoignage officiel. Il appartenait à une histoire plus intime, faite de gestes discrets et de vérités murmurées. Tandis qu'elle quittait la pièce, je compris que, pour elle, ce souvenir resterait un secret partagé uniquement avec la cloche de Saint, Aldhelm, et peut-être avec ceux qui savent écouter le silence. Ainsi, la neige continua de tomber sur Saint, Aldhelm, recouvrant lentement les souvenirs, mais non les vérités enfouies dans les cœurs. La cloche, désormais silencieuse, semblait garder pour elle ce qu'aucun mot ne saurait entièrement dire. Peut-on jamais connaître toute la vérité d'une âme? Ou n'apercevons-nous que ce qu'elle consent à montrer? Partagez votre pensée en commentaire. Si ce voyage au cœur du mystère vous a plu, je vous invite à l'aimer, le partager et à vous abonner pour d'autres histoires où chaque détail compte.